Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Restons à l'université de Kinshasa pour parler de la défense du mémoire des diplômes d'études supérieures, DS en sigle en sociologie, par le chef des travaux Boukoko Mabengu. Son travail a porté sur les déterminants de l'élection du président de la République démocratique du Congo, regard sur les élections de 2006 et 2011. Après délibération, l'impétron a eu la mention grande distinction. Serge Mbouy pour le reportage. Il est difficile de mesurer véritablement Il a désormais un diplôme d'études supérieures. Lui, c'est le chef des travaux Boukoko Mabengu qui a défendu son mémoire de DES en sociologie à l'université de Kinshasa. Déterminant et surdéterminant de l'élection du président de la République démocratique du Congo, regard sur les élections de 2006 et 2011, c'est le sujet de sa dissertation qu'il a présenté devant un jury composé des éminents professeurs. L'impétrant a eu des échanges houleux avec le membre du jury dans le but de leur convaincre sur les résultats de ses recherches. Selon le chef des travaux Boukoko, les déterminants seraient constitués des facteurs identitaires, ethniques, politiques, partisans, des alliances politico-ethniques, religieux, scolaires, académiques, professionnels, démographiques, tout en tenant compte du discours et programme d'action du candidat. Après avoir répondu aux différentes questions de ses maîtres, l'heure était à la délibération à huis clos et le professeur Emile Bongeli, le président de ces jurys, a déclaré le travail recevable avec comme mention grande distinction. Très ému de ces résultats, le chef des travaux Boukoko est revenu sur l'importance de son sujet. Disons que le vote est tributaire de beaucoup dangers. Il peut être religieux, il peut être influencé par la religion, il peut être influencé par les programmes, il peut être influencé par les milieux de résidence. Mais au-delà de ça, une autre particularité, c'est que, contrairement à d'autres chercheurs qui parlent de l'élection en ramassant des variables de manière pêle-mêle pour dire le poids des leaders locaux, la religion et autres, la particularité qui est la nôtre, c'est que nous avons eu à stratifier ces déterminants-là, ou soit ces motivations de vote. C'est-à-dire, nous sommes de ceux qui pensent que les votes, les différentes raisons qui influencent les votes n'ont pas toutes la même prépondérance. C'est-à-dire, la religion peut influencer un vote à 2%, mais le programme de gouvernance peut surinfluencer ça à 70%. Il n'y a aucun candidat ici qui est le fruit d'une province. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communauté qui se met autour d'une table pour désigner un candidat. Et donc, il est difficile qu'il y ait un candidat qui, c'est vrai, qui parte des motivations ou des manipulations psychologiques pour se réclamer leader d'un coin. Il est difficile, parce que dans ces cas-là, qu'il y ait dislocation de la cohésion nationale. Donc nous disons que les élections contribuent à la consolidation de la nation par le fait que les candidats misent par plusieurs variables, n'est-ce pas, pour avoir l'électorat de la population congolaise. Venus de partout pour assister leurs collègues, frères et amis, la joie était au rendez-vous pour les participants qui ont immortalisé ces moments avec une photo des familles qui a clôturé cette séance académique. Direction l'Université pédagogique nationale pour parler de la cérémonie des soutenances publiques de la thèse de doctorat par les candidats Jean-Claude Vimba de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Un travail intitulé « La République démocratique du Congo et les régimes internationaux de lutte contre les blanchiments de capitaux ». Étude sur la typologie de fraude aggravée dans la gestion du spectile des fréquences radioélectriques. Une activité qui a eu lieu le mercredi dernier en présence de Georges Ndilumbi et Christian Chipomba qui ont représenté notre rédaction. Soutenant publiquement sa thèse de doctorat à l'UPN, le candidat Jean-Claude Mvemba a stipulé que ses travaux intitulés « La République démocratique du Congo et les régimes internationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux » consacrent à l'analyse de fraudes aggravées dans la gestion du spectre de fréquences radioélectriques met en évidence le grave vulnérabilité des gouvernances qui caractérisent la gestion
de cette ressource stratégique en RDC. L'absence de transparence et de normes permissives ont favorisé l'émergence des circuits sophistiqués des blanchiments des capitaux en contradiction avec les exigences internationales. La thèse établit un lien direct entre la gestion illicite du spectre et le mécanisme de la criminalité financière. Dès là du diagnostic, le doctorant plaide pour une réforme normative urgente, l'intégration des cadres sectoriels de Pétentique et de l'économie numérique ainsi que le renforcement des compétences nationales face aux défis technologiques, y compris ceux liés à l'intelligence artificielle. Cette recherche souligne enfin que la sécurisation du spectre radioélectrique et des infrastructures critiques constitue un levier essentiel pour la souveraineté numérique, la croissance inclusive et le positionnement géostratégique de la RDC. Au terme de son exposé, l'évaluation du jury ainsi que la délibération en huis clos, le récipiendaire Jean-Claude Vemba a réussi avec mention la plus grande distinction. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Mvwemba Ntsamba Jean-Claude a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. De ces faits, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre. Un résultat satisfaisant qui a poussé les lauréats du jour à préciser ce qui suit. Le Congo doit devoir sécuriser ses lois et sécuriser sa population. La loi 20/017 portant réglementation en matière de télécommunications, en réalité, c'est une loi qui signe l'arrêt des morts du secteur des télécommunications. À cela s'ajoute le code du numérique. Donc, il y a deux lois qui se télescopent. Alors, on doit utiliser quelle loi? Il faudra alors que l'État puisse mettre tous les moyens possibles pour que la représentation nationale puisse produire une loi qui soit réellement congolaise. Et cette loi, pour l'intérêt du secteur stratégique et névralgique de la République démocratique du Congo. Je veux dire, aujourd'hui, les opérateurs en téléphonie mobile cherchent à acheter à partir une licence qu'on appelle une licence unifiée. C'est une façon de vendre les intérêts de la République démocratique du Congo sans pourtant passer par les enchères. C'est la 5G qu'on veut implémenter. Alors, pour éviter cela, l'État doit dire non. Facteurs associés à la mauvaise qualité des données du système d'information sanitaire, défis et perspectives pour un système performant à la division provinciale de santé du Kasaï central en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé du mémoire d'études approfondi, présenté et défendu par le chef des travaux Kabasili Moukala Gentil de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, filière santé communautaire en vue de l'obtention du titre de master en biostatistique. Martin Tissombo et Jérès Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. Améliorer la fiabilité des données dans les systèmes de santé reste un défi majeur pour la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le chef des travaux Kabasele Moukala Gentil de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, filière santé communautaire, a présenté et défendu son mémoire de master en biostatistique intitulé « Facteurs associés à la mauvaise qualité des données du système d'information sanitaire, défis et perspectives pour un système performant à la division provinciale de santé du Kasaï central en République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le récipiendaire a présenté les fruits d'un travail de terrain rigoureux et d'une analyse approfondie qui met en évidence les faiblesses structurelles du système d'information sanitaire dans cette province. Manque de formation des agents, absence de supervision, erreurs dans la saisie des données, mauvaise transmission des rapports et sous-utilisation des outils numériques. Le chef des travaux n'a pas seulement identifié le faille, il a aussi
formuler des recommandations pratiques tout en parlant de l'originalité de son travail. L'importance de ce travail dans les systèmes sanitaires est de permettre à notre pays à utiliser et à régénérer les données de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, utiliser les données de mauvaise qualité, c'est d'abord gaspiller les ressources que nous avons et aussi, cela ne peut pas nous permettre d'améliorer la qualité des soins de la population. D'où la nécessité de ce travail afin de permettre à nos structures sanitaires à produire les données de bonne qualité. Cette soutenance a été saluée par le membre du jury et les collègues comme une contribution majeure à la réflexion sur les performances du système de santé en République démocratique du Congo dans un contexte où des données fiables conditionnent l'efficacité des politiques sanitaires. Ce travail vient aussi outiller les décideurs provinciaux et nationaux pour une meilleure gouvernance des informations sanitaires. Avec ses fruits de recherche, le chef des travaux Kabasele s'affirme comme une voix scientifique engagée pour un système de santé plus rigoureux, efficace et orienté vers les résultats. Juste après, l'heure a été consacré au jet de questions et réponses entre le récipiendaire et le membre du jury, un échange riche et constructif qui a permis d'approfondir certains aspects du mémoire tout en évaluant la maîtrise du sujet par le chef des travaux Kabasele Mukala. Sous le patronage de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le Club des internationalistes, en collaboration avec les départements de relations internationales, ont organisé une conférence débat sur l'intégration, sécurité et compétition de puissance en Afrique, enjeux et impact des stratégies chinoises, russes, européennes et américaines. C'était le mercredi dernier. Georges Ndelumbi et Christian Tupomba pour les détails. Intégration, sécurité et compétition des puissances en Afrique, enjeux et impact des stratégies chinoises, russes, européennes et américaines a été ouverte par le mot de bienvenue du coordonnateur du club des internationalistes David Apala, qui a souligné l'importance de la réflexion stratégique dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres de puissance et la centralité croissante de l'Afrique dans les agendas géopolitiques mondiaux. L'histoire nous posera à nous jeunes Africains une question claire. Qu'avons-nous fait de l'Afrique que nous avons hérité? Alors nous n'avons pas le droit à l'indifférence, nous n'avons pas le droit de rester des spectateurs. Nous devons agir pour savoir contrer ces influences, pour savoir contrer cette domination et devenir un acteur autonome dans les relations internationales. Dans son speech, le professeur Daniel Okusa a livré une analyse comparée des approches américaines, européennes, russes et chinoises en matière de sécurité en Afrique. Il a mis en lumière des divergences doctrinales et opérationnelles de ces puissances, oscillant entre coopération, sécurité, projection d'influence et logique de compétition stratégique. Pour sa part, le chef des travaux Marius Ponui a recensé les débats sur la place de l'Afrique dans la rivalité systémique entre la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Union européenne. Son intervention a insisté sur les marges de manœuvre des États africains, appelés à dépasser une posture de simple terrain des rivalités pour se positionner comme des acteurs stratégiques capables de défendre leurs intérêts nationaux et collectifs. Occasion faisant les larrons, le professeur Patuyuba s'est apaisanti sur les rôles des organisations régionales africaines dans la quête d'une autonomie stratégique. Il a examiné leurs capacités, leurs limites structurelles et institutionnelles, ainsi que les perspectives de renforcement de l'intégration régionale face aux pressions et influences extérieures, tout en mettant un accent particulier sur les pistes de solutions, ont précisé les conférenciers. Les priorités sécuritaires africaines se trouvent être mises à mal. Les dispositifs de sécurité au niveau régional ne tournent pas au point que cette rivalité affecte dangereusement, n'est-ce pas, la situation sécuritaire des États africains. Aussi, les Africains doivent travailler. Sincèrement, j'ai l'impression que nous sommes en train de refuser de nous développer et on doit se remettre en cause pour gagner cette autonomie stratégique qui va nous permettre de pouvoir booster nos économies. Il faudrait que l'Afrique parvienne à une unité réelle parce que de l'union naîtra la force de l'Afrique.
mais également il faudrait que les institutions démocratiques soient réellement respectées. Les échanges avec le public ont enrichi les débats, mettant en évidence la nécessité pour l'Afrique de repenser ses stratégies de sécurité et d'intégration dans un monde multipolaire en mutation. D'un sujet à un autre, l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, en collaboration avec l'ambassade d'Espagne en République démocratique du Congo, ont organisé une exposition des œuvres dénommée Velázquez, à l'issue de laquelle les étudiants de cet établissement ont interprété quelques œuvres de ces grands peintres espagnols. C'était le mercredi dernier dans la salle d'exposition de l'Académie de Beaux-Arts. Images et commentaires, Balongolou et Silver Salabiakou. Plusieurs ambassadeurs ont pris part ce mercredi à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa au vernissage de l'exposition Velázquez, une initiative conjointe de l'Académie des Beaux-Arts et de l'ambassade d'Espagne en RDC. Objectif, permettre aux étudiants de revisiter l'héritage du grand maître espagnol peintre Diego Velázquez à travers un regard contemporain. À l'issue des ateliers animés par des professeurs espagnols, les participants ont reçu leur brevet remis par les diplomates présents. Pour l'ambassadrice d'Espagne en RDC, Maria del Carmel Diez Orediez, chaque œuvre reflète une sensibilité personnelle nourrie de l'héritage de Velázquez. Velázquez, même s'il est un peintre du XVIIe siècle, il a été capable de surmonter son contexte historique pour découvrir les sentiments de ce personnage. C'est une figure clé de la peinture universelle qu'elle a inspiré à beaucoup d'artistes dans le monde. Et nous espérons qu'après cette formation, ce séminaire, il inspirera aussi le jeune artiste congolais. Très satisfait, moi je suis personnellement très fière de la qualité des travaux qu'on est en train de voir dans cette exposition. Nous on a la chance, on a des très grands maîtres de la peinture en Espagne et je dirais qu'ils sont espagnols mais ils sont des peintres universels et on veut partager avec la RDC cette expérience espagnole et on veut vous présenter en RDC ces figures de la peinture universelle. De son côté, le professeur Pichdi Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a salué un partenariat fécond et les travaux remarquables des étudiants, rappelant que l'art est un mémoire et témoignage vivant. Bon, en fait, je voudrais c'est d'abord remercier l'ambassade d'Espagne et l'ambassadrice Carmen pour ce partenariat actif. Le travail qui est fait ici, c'est un travail d'interprétation iconologique et iconographique. L'important ici, c'est d'ancrer au fait les étudiants dans l'histoire de l'art et comprendre un peu comme on le dit, les œuvres d'art sont transhistoriques et transculturelles, donc traversent l'histoire et les cultures, les réalités qui étaient peintes par l'artiste Velázquez, ce sont les mêmes réalités que nous vivons aujourd'hui. Comment partir des œuvres de Velázquez et dire nos réalités d'aujourd'hui? Comment contextualiser l'œuvre de Velázquez dans notre société contemporaine? Donc voilà, sentiment de fierté de voir que nos amis permettent à ce que les étudiants puissent entrer de plein pied dans la pratique. Parce qu'ici, ils ne travaillent pas pour avoir des points, ils travaillent pour être vus et ils travaillent pour être récompensés. Comme vous savez qu'il y a eu 5 prix et un prix spécial à l'Académie des Beaux-Arts. 4 œuvres ont été primées par l'ambassade d'Espagne, auquel s'ajoute un prix du jury décerné par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Un partenariat artistique vieux plus de 2 ans après des éditions consacrées à Pablo Picasso. La problématique des leadership et bonne gouvernance dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation était au cœur d'un entretien qui a eu le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa avec le journaliste Laetitia Kepinga et Jires Londo. Suivez à présent l'extrait de cette interview que vous propose notre rédaction. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez
de pouvoir parler de l'Université chrétienne de Kinshasa. Il aurait été mieux que la communauté elle-même vous réponde à cette question plutôt que moi à leur place. Mais parce que vous me la posez, cette question-là, je voudrais vous dire simplement que la communauté a accueilli ma nomination avec enthousiasme et avec euphorie même, je dirais. Avec euphorie. Voilà. Déjà que moi, je suis manager de formation, comme vous le savez, et en tant que manager, mais aussi leader. En leadership, nous parlons de leadership participatif. Et quand vous prenez des décisions participatives, donc ensemble avec les membres de votre communauté, les membres de la communauté se sentent concernés par les décisions et ils se retrouvent dans les décisions. Ils ne peuvent pas se soulever contre leurs propres décisions. Je crois que c'est ça la stratégie que nous avons mise en place, de travailler avec tout le monde, les étudiants, la communauté universitaire, c'est-à-dire les travailleurs, que ce soit les pathos, les scientifiques ou les académiques, on travaille avec tout le monde. Et la petite preuve que je peux vous donner en ce qui concerne cette stratégie, ici à l'USEKIN, comme vous venez de le dire, dans les années passées, il suffisait d'augmenter même $20 sur les frais de Minerval et ça enflammait les étudiants. Mais au cours de cette année, qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons pris les rênes du directorat, nous avons associé les étudiants et nous leur avons dit, nous n'allons pas proposer l'augmentation des frais. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas augmenté des frais ici, mais nous ne voulons pas que les comités de gestion vous proposent une augmentation. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous leur avons donné les frais qu'on paye ailleurs, dans certaines universités, pour ne pas les citer. Nous avons dit, voici telle université qui organise la faculté de droit, la faculté d'économie, la faculté de médecine. Voici leur nomenclature de frais. Dans telle autre université, voici aussi leur nomenclature de frais. Et voici notre nomenclature. Mais ceux-là ont plus d'étudiants que nous. Ils demandent encore plus d'argent que nous. Alors, allez voir dans quelle mesure vous allez nous proposer une augmentation. Et quand ils sont allés, je pense 3 semaines après, si je ne me trompe pas, ils sont revenus vers nous. Ils ont dit, bon, nous avons accepté d'augmenter de 10%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, les gens qui payaient par exemple $690, ils augmentent $69 sur les 690, ils sont dans les 700 et quelques. Et si l'État vous donne les instructions que vous ne voulez pas suivre, si l'État vous retire cette autorisation de fonctionner, vous allez fonctionner où? Je crois que nous sommes obligés, et surtout ici, il ne s'agit même pas d'une instruction venant de notre ministre ni encore du gouvernement, mais c'est le président de la République lui-même qui a déclaré ça à l'UPN. Vous le savez, que la vente des syllabus est prohibée. Donc, ici chez nous, nous mettons cela en pratique. Bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des brebis galeuses qui ne manquent jamais, hein, mais encore que nous ne sommes pas informés. Si nous sommes informés qu'il y a un professeur ou un chef de travaux qui vend des syllabus, je crois que sa place ne sera pas ici. Parce que nous sommes très respectueux des autorités. Nous-mêmes, là où nous sommes une autorité. Nous voulons que les gens qui sont en bas nous respectent. Et comment voulez-vous que nous qui sommes là, nous puissions bafouer les instructions des autorités qui sont au-dessus de nous, surtout des autorités gouvernementales? Ça, ce n'est pas possible. En tout cas, jusque-là, les choses se passent bien. Mais je crois qu'on peut toujours avoir des brebis galeuses, comme je l'ai dit, qui ne manquent jamais dans la société, que ce soit dans les publics ou dans les privés. Si l'État ne fût-ce que nous ne recevons pas les frais de fonctionnement. Mais imaginez-vous si un jour l'État décidait de prendre ne fût-ce qu'une catégorie de personnel. Par exemple, on prend dans le compte des personnels scientifiques et académiques, on dit tous les professeurs, on les prend en charge pour être payés par l'État. Et que parmi les scientifiques, tous les chefs de travaux seront payés par l'État. Dans les institutions confessionnelles, je vous dis que ça va beaucoup nous soulager. Mais le peu que nous avons, nous devons en même temps faire fonctionner nos institutions et en même temps nous devons aussi payer les salaires de nos agents, ce qui fait que des fois on est asphyxié. Que l'État, je ne vais pas dire comme les Congolais Landa disent que Mama Kinganda Talabiso Likamboyo, mais l'État en tant que propriétaire de toutes ces écoles,
que ce soit les écoles privées ou agréées, c'est l'État qui agrée et qui nous donne l'autorisation de fonctionnement. Je pense que le gouvernement devait être aussi regardant de ces côtés-là pour voir quelles sont les meilleures institutions et qu'est-ce qu'on peut les rapporter, même quand nous faisons des constructions. Pourquoi devons-nous aller chercher des partenaires ailleurs et ici, l'État ne peut donner que l'argent dans des institutions publiques, alors que l'ISEKIN est parmi les universités qui ont formé des médecins dans ces pays. Et pour votre gouvernement, la plupart des fois, quand on fait des tests au niveau national, ce sont les étudiants de l'ISEKIN qui sont premiers. Hein? Même quand on a fait les tests chez les militaires, pendant 2 ans, c'est toujours les étudiants de l'ISEKIN qui étaient premiers. Ça veut dire que nous donnons le meilleur de nous, mais nous ne recevons pas en contrepartie ce que l'État devrait aussi nous donner. Ça, c'est notre demande et notre demande de la fin. Merci beaucoup, maman, pour l'occasion que vous nous avez donnée. D'un sujet à un autre, parlons de l'ouverture de la 29e édition de Journée scientifique ce mercredi 17 décembre à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Une messe scientifique qui a porté sur la problématique de l'eau en République démocratique du Congo, défis et opportunités. Tonton Biongo pour le reportage. Plusieurs étudiants, chercheurs, membres du corps académique et scientifique de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, ainsi que d'autres invités venus de différentes provinces, ont marqué leur présence à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition de Journée scientifique organisée par cette institution universitaire sur la problématique de l'eau en République démocratique du Congo, défis et opportunités. Pour la circonstance, le professeur Père Faustin Diaté-Zoulois, recteur de l'USAKIN, a mis en exergue la pertinence du thème retenu au regard des défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. De son côté, le révérend Père Diabanza, président national de la COSUMA, a invité les conférenciers à partager leur expérience et de proposer des solutions concrètes face à cette problématique. Et a déclaré ouvert cette journée scientifique. Le professeur Mbenza a inauguré cette messe scientifique en exposant sur l'eau en RDC, source vitale, enjeux géopolitiques et leviers stratégiques du développement durable. S'en est suivi de 4 sous-thèmes qui étaient abordés par le professeur Évariste Kabemba, le professeur Jacques Sungu, chef des travaux Désiré Konga et chef des travaux Oumba Boussi, à savoir de la sacralité mythique de l'eau à sa préciosité vitale et économique, l'eau dans le dessein créateur de Dieu pour une approche théologique, géopolitique de l'eau, le bassin du Congo et les projets de transfert de eau vers les lacs Tchad et la protection juridique de l'eau comme mécanisme de développement durable. Après l'interaction entre le conférencier et les participants, le recteur de l'USAKIN est revenu sur les grandes lignes de cette première journée. Maintenant, la thématique de cette année, c'est un peu dans la ligne de notre mission de faire toujours des thèmes d'actualité qui répondent aux besoins de la société. Et l'eau est un besoin vital. Elle est à la fois existentielle, vitale, mais elle est aussi vitalisante, dans la mesure où l'eau, c'est la vie. Nous sommes une instance de réflexion pour donner matière, orientation, simplement des avis scientifiques, techniques aux décideurs. Donc nous devons les accompagner, étudier le milieu, voir les différents contours de la thématique, avec toutes les bifurcations que prennent la possibilité de la question d'eau aujourd'hui. Il y a plusieurs bifurcations que ces ressources peuvent prendre. Et nous proposons maintenant à ceux qui ont le pouvoir, les décisions, de pouvoir orienter le peuple pour son bonheur. Il s'y est de noter que ces assises scientifiques qui visent à susciter une réflexion approfondie autour des enjeux liés à l'eau, source vitale et stratégique pour le développement du pays, sera clôturée le 20 décembre 2025. Bouclons cette édition par ce communiqué nécrologique. La famille Nzouzi et la rédaction du journal universitaire ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leur fils, frère, monteur et réalisateur au nom de Djibril Nzouzi, décès survenu depuis le 8 décembre 2025 des suites d'une longue maladie. À cet effet, le programme des obsèques se présente comme suite. Suivez. Depuis le 8 décembre 2025, la famille biologique, le journal universitaire, ainsi que les amis et connaissances pleurent la mort de leur fils, ami, collègue, Djibril Nzouzi.
Le programme des obsèques se présente comme suite. Dimanche 21 décembre 2025, veillée mortuaire 6 dans la salle MK, quartier Batandou, dans la commune de Matete, référence City-Train. Le lundi 22 décembre 2025, la sortie du corps à la morgue des Omeko Matete qui sera directement conduit au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Sincères condoléances à tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Gires Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara, et un journal qui a été dédié à Jackie Mouika. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite du programme sur nos chaînes partenaires.